Merci, bonsoir. Alors effectivement, si on revient un tout petit peu sur le processus, après les négociations qui se sont tenues, alors si on peut revenir sur la question de la transparence, il faut savoir que c'est quand même des négociations qui ont été particulièrement non transparentes, encore moins que celles du TTIP ou du TAFTA sur la fin, pour lesquelles l'Union européenne a fait quelques efforts de publication de documents. Là, le mandat de négociation qui avait été remis par les États membres à la Commission européenne a été rendu public après la fin des négociations. Donc on ne savait vraiment rien de ce qui était en train d'être préparé. Elles se sont arrêtées, ces négociations, elles ont été finalisées à l'été 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte, il a été retouché après ça, notamment effectivement sur la question de l'arbitrage, mais ce qui montre qu'on peut quand même remettre les mains dans un texte si on estime que c'est nécessaire. Il y a ensuite eu, autour de tout le feuilleton wallon, entre guillemets, là aussi des tractations pour accompagner le texte avec un instrument interprétatif commun pour essayer de mettre un certain nombre de choses pour rassurer les Wallons, qui aurait pu être un instrument qui aurait pu modifier la portée de certaines dispositions du CETA, mais finalement ça a plutôt été un exercice d'interprétation du texte, de guide de lecture du texte. Et effectivement, après ça, il y a eu donc approbation au Conseil avec une signature de l'accord le 30 octobre 2016, vraiment in extremis. Il y a eu le vote du Parlement européen le 15 février 2017. Puisqu'on est en France, on peut quand même noter qu'il y a seulement une minorité d'eurodéputés français qui ont soutenu ce texte. Alors dans les autres délégations des autres pays, le soutien était beaucoup plus large, mais au niveau français, il y a eu seulement 16 votes pour et 48 votes contre. Donc c'était quand même c'était déjà un texte qui faisait pas mal débat. Et puis depuis, on est rentré dans la phase de ratification par les États membres, parce qu'effectivement, c'est un accord qui a été considéré comme mixte, c'est-à-dire qu'il porte sur certaines compétences qui relèvent des États membres. Et donc, il est entré en application provisoire le 21 septembre dernier, une grande partie du texte, mais il y a des choses qui ne sont pas rentrées en application provisoire, notamment le mécanisme de règlement des différends, qui lui, devra attendre toutes les ratifications des États membres pour l'être. Donc il y a déjà 6 pays, si mon décompte est à jour, qui ont déjà ratifié le CETA. La Croatie, le Danemark, l'Espagne, la Lettonie, Malte et la République tchèque. Il faut savoir que c'est un processus qui peut prendre du temps. Hein. Pour la Corée du Sud, ça avait pris 4 ans environ. Et puis, il y a plus de votes que de pays, puisqu'il y a des pays dans lesquels, comme on l'a vu pour la Belgique, il y a des parlements régionaux qui sont impliqués dans la ratification de ce type de processus. Et par ailleurs, il y a une procédure en cours à la Cour de justice de l'Union européenne, puisque ça faisait partie de l'accord intra-belge qui a été conclu juste avant la signature du texte. La Belgique a saisi la Cour de justice pour vérifier la compatibilité du mécanisme d'arbitrage entre investisseurs et États avec les traités européens. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'analyses qui montraient que finalement, ce type de dispositif rompait avec l'égalité devant la loi, parce que des investisseurs nationaux, finalement, n'ont pas les mêmes droits que des investisseurs étrangers, et donc ça pose tout un tas de problèmes. Et puis la Belgique a voulu tester aussi tout ce qui a été mis, notamment sur les modes de désignation de ce roster d'arbitres qu'on qualifie de juges désormais, même s'ils n'appartiennent toujours à aucune magistrature de fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui va prendre, ça a été fait en début septembre, ça prendra certainement environ 18 mois, c'est à peu près le rythme de travail de la Cour de justice. Et par ailleurs, il y a aussi une plainte constitutionnelle qui avait été déposée en Allemagne à l'été 2016 et qui est toujours en cours d'examen, dont on attend les résultats, sachant qu'il y en avait une en France aussi, mais qui, elle, a été traitée beaucoup plus rapidement et que le Conseil constitutionnel a écarté les points qui avaient été relevés. Si je peux me permettre de revenir sur aussi pourquoi aujourd'hui il y a autant
d'attention qui est portée sur le CETA, c'est effectivement parce que c'est quand même un traité d'un genre un peu nouveau et que c'est le premier d'une longue série. Finalement, le TTIP, le TAFTA, il captait davantage l'attention, mais c'est vrai que depuis qu'il a été mis sur pause à l'été dernier, finalement, c'est le CETA qui a à nouveau cristallisé toutes les mobilisations, etc. Il faut savoir que c'est quand même le premier accord de ce type, donc un accord de commerce et d'investissement avec un pays membre du G7. Que du coup c'est la première fois qu'on met un mécanisme de règlement des différends avec un pays comme celui-là, c'est-à-dire qu'avant la France avait surtout, et les autres pays membres, conclu des accords bilatéraux d'investissement avec des pays en développement, avec des pays dans lesquels on considérait que l'état de droit était insuffisant ou que la justice pouvait être corrompue. Là, on a le projet d'étendre ce type de protection à des investisseurs canadiens qui sont parmi les plus utilisateurs de ce type de procédure. Je ne sais plus si c'est les 4e ou les 5e, et puis qui sont assez présents dans les investissements étrangers en Europe. Sachant aussi que par jeu de traités et d'investissement, il y a des investisseurs étrangers non canadiens, mais qui ont des activités au Canada, s'ils structurent leurs investissements de telle sorte à pouvoir utiliser le traité, le CETA, ils pourraient aussi déclencher des poursuites, notamment des investisseurs états-uniens. Et il y a 80% des multinationales qui sont présentes en Europe qui ont des filiales au Canada, donc ça pourrait fonctionner par cette voie-là. Et puis effectivement, c'est un accord qui comporte un volet tout à fait nouveau de coopération réglementaire. De ce point de vue-là, la Commission aime dire que c'est un accord vivant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas tout écrit dans l'accord, même s'il fait 1600 pages et qu'on a écrit beaucoup de choses dedans, mais on a prévu des mécanismes de dialogue pour pouvoir continuer à approfondir, à développer, à élargir le contenu du CETA. Et donc, pour ça, il y a un comité mixte qui réunit des représentants de la Commission européenne et du Canada qui va pouvoir continuer à faire un certain nombre de choses, et puis des comités spécialisés sur différents sujets. Ça peut être les marchés publics, les normes sanitaires et phytosanitaires, les services financiers, etc. Et le comité mixte, il a un pouvoir assez important puisqu'il peut même apporter des modifications à l'accord, notamment sur tout ce qui est annexe, etc. Donc par exemple, un des sujets qui en France fait beaucoup parler du CETA, c'est la question des contingents de viande sans droit de douane qui ont été accordés à l'importation et donc qui pourraient mettre en difficulté des activités en France d'élevage par exemple qui sont déjà qui connaissent déjà des conditions difficiles, et bien par exemple ce quota pourrait être modifié sans qu'il y ait une nouvelle décision, une nouvelle ratification, enfin, avec un bouclage par des instances démocratiques. C'est le comité mixte qui pourrait revoir, par exemple, ce paramètre-là et qui aurait le pouvoir de le faire. Et puis, il y a eu beaucoup effectivement d'études, etc., d'analyses qui ont montré qu'on avait effectivement des modèles très différents, notamment des modèles alimentaires et agricoles. Et ça génère des inquiétudes, notamment parce qu'on sait que tout ce qui est principe de précaution n'est pas explicitement reconnu dans ce type de texte. Donc on a un texte qui traite de sujets de plus en plus larges, qui touchent à l'environnement, à la protection des consommateurs, aux normes alimentaires, etc. Et en même temps, on ne met pas tous les garde-fous qui pourraient permettre d'avoir une coopération vers le haut. Et donc quand on sait que le Canada a déjà attaqué l'Union européenne sur le bœuf aux hormones ou sur les OGM, et que l'Union européenne a perdu à l'OMC et qu'elle a dû verser les compensations, on se dit que c'est dangereux d'ouvrir des nouvelles voies de recours avec un mécanisme de règlement entre États et avec un mécanisme de règlement entre investisseurs et États si on se base sur le même socle de règles sanitaires et phytosanitaires par exemple. Donc tout ce débat a beaucoup enflé. En France, il y avait eu l'engagement de Emmanuel Macron de nommer une commission d'experts pour essayer de tirer au clair ce qui était de l'ordre de fantasmes, de peur et ce qui était véritablement établi.
parce qu'il y a des choses, en tout cas en ce qui concerne le CETA, qui ne sont pas vraies. Par exemple, le poulet au chlore, on ne peut pas en parler pour le CETA parce que le poulet ne fait pas partie des choses sur lesquelles on a négocié, donc il n'y aura pas de poulet au chlore. Ça, c'était plutôt un sujet pour les échanges avec l'accord avec les États-Unis. Mais en tout cas, ça ne s'applique pas au CETA. Mais il y a d'autres sujets dont Stuart a parlé rapidement. Et donc cette commission, elle a réuni des juristes, des économistes, des spécialistes des questions agricoles et des spécialistes des questions plutôt climatiques et environnementales. Elle a rendu un rapport début septembre dans lequel elle a montré, elle a confirmé un certain nombre de risques. Déjà que le CETA est incompatible avec l'accord de Paris, parce qu'il va entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il encourage les investissements dans les énergies polluantes, notamment les sables bitumineux. Il faut savoir que le gouvernement canadien a annoncé vouloir augmenter de 53% sa production de pétrole issu des sables bitumineux d'ici 2030. Donc là, on est carrément sur quelque chose qui est complètement orthogonal avec les engagements qu'ont pris les États dans le cadre de l'accord de Paris. Et c'est vraiment des sujets sur... Enfin, l'accord de Paris n'est même pas cité dans le texte du CETA. On l'a mis en annexe dans le document interprétatif, mais donc il n'y a absolument rien qui peut essayer de permettre justement de revoir tous les instruments de promotion des échanges et des investissements à la lumière de ce qui devrait être aujourd'hui le contenu de ce type de politique du fait des engagements climatiques. La Commission a ainsi montré que le CETA menace la capacité des États de développer de nouvelles réglementations indispensables donc sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de normes de protection des consommateurs. Par exemple, si l'Union européenne veut réguler sur les nouveaux OGM, qui sont pas considérés comme des OGM au Canada, eh bien ça pourrait devenir très compliqué parce que les industriels canadiens, parce que le gouvernement canadien voudrait essayer d'utiliser la coopération réglementaire pour demander des propositions alternatives moins impactantes sur le commerce, etc. Enfin, c'est tout faire pour que l'Union européenne ne prenne pas ce type de dispositions. Le rapport a aussi montré que le mécanisme de règlement des différends pourrait permettre à des investisseurs d'attaquer des politiques publiques qui visent à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. D'ailleurs, le rapport a bien redit que ce mécanisme de règlement des différends, il n'était pas strictement nécessaire et qu'on aurait pu s'en passer dans un accord comme le CETA. Et puis, il a montré aussi que dans le domaine sanitaire, il y a aussi des normes existantes qui pourraient être affaiblies. Donc là, ça va encore un cran plus loin. C'est pas simplement qu'on pose des obstacles nouveaux au renforcement des règles futures, mais c'est qu'il y a des sujets, notamment sur les OGM, sur les limites maximales de résidus de pesticides, où là, il y a des pratiques qui sont quand même très différentes de part et d'autre de l'Atlantique. On sait qu'il y a un certain nombre de pesticides qui ont été interdits depuis longtemps dans l'Union européenne et qui sont encore utilisés au Canada, comme l'atrazine ou autre. Et là, il y a vraiment un gros sujet, et que là aussi, il y a tout un mécanisme de dialogue sur les biotechnologies qui est prévu, et on sait que du côté canadien, c'est vraiment un des espaces qu'ils souhaitent pouvoir utiliser pour supprimer tous les obstacles au commerce qu'eux voient, qu'ils identifient comme des obstacles au commerce de leur point de vue, mais qui sont pour nous quand même des vraies préférences collectives, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, sur la base de ce rapport, on s'attendait un peu à ce que Emmanuel Macron fasse effectivement ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il pourrait retourner devant les autres membres du Conseil de l'Union européenne pour essayer de demander des modifications au CETA. Le rapport pointe d'ailleurs plus de 25 recommandations très précises d'amendements en fait, qui pourraient être apportés au texte. Mais effectivement, ce n'est pas la voie qui a été choisie par le gouvernement. Là, le gouvernement a annoncé qu'il ferait cette semaine des annonces sur des mesures de suivi, mais qui tiennent davantage à des choses autour de la transparence de toute cette coopération réglementaire, ou des efforts qu'on pourrait faire à côté pour essayer d'atténuer certains impacts. Mais on voit qu'on est donc assez loin de tirer les conclusions des travaux des experts. Et c'est vraiment contradictoire parce que Emmanuel Macron redisait à la Sorbonne, dans son discours sur l'Europe,
qu'il entendait les ambitions portées par certains pays membres, mais qu'il leur disait « Attention, je suis prêt à vous suivre, mais à condition que cette politique commerciale soit profondément renouvelée, profondément changée. Je ne veux pas de nouvelles discussions commerciales avec les règles d'hier qui nous ont conduit à cette situation absurde que nous avons aujourd'hui sur l'accord entre l'Europe et le Canada. Nous avons besoin de transparence des négociations, de la mise en place des accords commerciaux et de la mise en place dans les négociations et la mise en place des accords commerciaux. Nous avons besoin d'une exigence sociale et environnementale dans nos débats commerciaux. » Et donc, on voit que le débat a évolué, puisque pendant longtemps, la Commission nous disait c'est le meilleur accord qui n'ait jamais été produit. C'est aussi ce que nous disait le gouvernement précédent en disant ce sera un modèle, c'est vraiment le modèle qui doit être utilisé pour tous les accords de commerce. Là, maintenant, on reconnaît que sur le volet sanitaire et environnemental, il y a encore beaucoup de choses qui mériteraient d'être modifiées, mais on nous dit que c'est trop tard, que sur celui-là, le coup est parti. On entend que, d'ailleurs, pour tous les accords qui suivent, qui sont déjà en négociation, ce serait aussi difficile d'ajuster, donc l'accord avec le Japon et un certain nombre d'autres. Et donc, c'est seulement les accords dont les négociations démarreraient maintenant, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, pour lesquels on pourrait éventuellement essayer de faire un peu différemment. Donc, c'est évidemment très frustrant parce qu'on voit qu'aujourd'hui on a des relations commerciales qui sont de plus en plus couvertes par ces accords bilatéraux. C'est des accords qui ont vocation à régir la façon dont on échange, dont on produit et dont on échange et on consomme pendant des années. Et donc on ne peut pas se permettre en 2017 de conclure des accords qui ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris. Après, est-ce que le Parlement peut le ratifier si c'est contradictoire avec l'accord de Paris? Malheureusement, oui. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous prémunit de prendre des engagements complètement contradictoires. Dans le rapport des experts, ils montraient aussi que c'était en quelque sorte contradictoire avec la politique agricole commune et certains efforts qu'on essaye de mener pour conserver des activités dans certains pays, et que là, en libéralisant, on perdrait ça. Donc, malheureusement, la cohérence des politiques, c'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle, et ça demande un vrai effort. Et sur ces sujets-là, il y a dans la revue comment ça s'appelle, politique étrangère, il y a un groupe de spécialistes des questions commerciales qui disaient finalement la politique commerciale, c'est une de celles qui a le moins intégré les objectifs de développement durable, qui a multiplié les écrans de fumée, etc., pour éviter d'avoir véritablement à regarder de près ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Après, est-ce que ce serait contraire à la Constitution? Pour le coup, là, le contrôle, il a eu lieu parce que le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de 60 parlementaires, et le Conseil a répondu, alors certes de façon un peu lapidaire, parce qu'il n'a pas beaucoup justifié sa décision, mais il y avait des références dans les questions à la Charte de l'environnement, et ça n'a pas été relevé par le Conseil.